7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h42, bonjour Thomas Piketty, vous êtes économiste. Il est en train de se passer quelque chose avec le pikettisme, si vous me permettez ce néologisme. On le lit par exemple ce week-end dans The Economist, où un article évoque la possibilité de taxer les richesses, en citant d'ailleurs un ancêtre lointain, paraît-il, de vous-même, Thomas Piketty, un journaliste nommé Henri Georges, qui a vécu au 19e siècle. Il se passe quelque chose un peu partout dans le monde anglo-saxon pour un journal aussi libéral que The Economist, sauf peut-être en France, où un rapport la semaine dernière sur l'impact de la suppression de l'ISF a donné des conclusions, comment dirais-je, inabouties. Votre point de vue sur ce rapport au sujet de l'ISF qui expliquait qu'il était encore trop tôt pour se prononcer? Oui, c'est très utile de faire un rapport pour dire qu'on n'a rien à dire et qu'il est trop tôt. Mais effectivement, c'est assez juste. Je crois que pour remettre les choses en perspective, sur l'ISF, il faut avoir quelque chose en tête, c'est que les recettes de l'ISF progressaient très très rapidement au cours des 20-25 dernières années, ce qui est le meilleur indicateur du fait que les phénomènes de fuite massive dont on nous parle n'étaient pas là. Sinon, les recettes n'auraient pas progressé de cette façon-là. Mais on peut y revenir de façon plus détaillée. L'article de The Economist que vous citiez est intéressant aussi parce que moi, pour la première fois, je vois The Economist prendre parti, pas pour taxer les richesses en général, parce qu'il y a déjà des impôts progressifs sur le revenu dans tous les pays, mais pour avoir un impôt progressif sur le patrimoine, donc un impôt sur la fortune. Et il constate qu'aux États-Unis, au sein du Parti démocrate, alors pas au sein du Parti républicain de Trump, qui a d'autres stratégies pour son pays, mais au sein du Parti démocrate, ça devient une proposition phare. Le SPD allemand l'a remis au goût du jour là, il y a quelques semaines dans son programme, ce qui n'est pas du tout le cas il y a 15 ans. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la France est assez complètement à contre-temps. Mais plus généralement, moi ce que j'essaye dans ce livre, Capital et idéologie, de faire, c'est de remettre, disons, l'histoire de l'apprentissage de la justice et l'histoire de la façon dont les sociétés humaines justifient un certain niveau d'inégalité, d'égalité, dans une vaste perspective historique, comparative. Parce que, dans le fond, toutes les sociétés ont besoin de se raconter des récits sur où s'arrête l'inégalité acceptable, où commence l'égalité juste. Personne veut l'égalité complète, personne veut l'inégalité absolue. Et toutes les sociétés ont besoin de se raconter des discours qui sont toujours beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on croit. C'est-à-dire, moi, j'essaye dans ce livre de donner un peu sa part de plausibilité à chacun des discours. À la fin, j'essaye de revenir sur le temps présent et d'en tirer des conclusions par la suite, mais chacun est libre d'en tirer d'autres conclusions. Donc ce livre, c'est d'abord d'essayer de voir comment, depuis les sociétés d'ordre d'Ancien Régime, comment la Révolution française a un certain idéal d'égalité. Et finalement, au 19e siècle, on a une forme de sacralisation de la propriété privée et finalement de concentration croissante du patrimoine avec les appropriations coloniales, mais aussi en France, un niveau de concentration de la fortune jusqu'à la Première Guerre mondiale qui est encore plus élevé qu'au moment de la Révolution française. Et j'essaye de reprendre le cours de toute cette histoire et de ce fil d'apprentissage d'une plus grande justice qui je crois, est le fil conducteur, parce que c'est un livre très optimiste dans le fond. Un livre optimiste, en tout cas un livre qui propose différentes pistes, un livre assez touffu. Mais alors du coup, lorsqu'on lit cet ouvrage et qu'on observe la situation actuelle en France, on se demande pourquoi on est dans une situation un peu différente du reste du monde. Vous venez de dire, voilà, il y a un certain nombre de propositions pour taxer le capital, le patrimoine aux États-Unis, en Allemagne. En France, on est en retrait, en tout cas le gouvernement est en retrait. Comment vous expliquez ça? Est-ce que par exemple, votre analyse historique, elle permet d'éclairer cette situation française actuelle, Thomas Piketty? Alors, avant d'en arriver à pourquoi la coalition qui arrive au pouvoir en 2017 arrive au pouvoir avec ce programme, dont je traite à un moment dans le livre, mais il faut quand même pas s'obséder sur notre petit bout d'actualité en France. C'est-à-dire qu'il faut remettre ça dans une perspective plus large. C'est-à-dire qu'on a, depuis les années 80-90, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement, disons, en avant vers plus d'égalité, un mouvement de réduction des inégalités qui avait commencé à la fin du 19e siècle, qui avait été accéléré par les guerres mondiales, mais qui avait commencé avant. C'est-à-dire ce serait trop simple de dire, voilà, les guerres détruisent les patrimoines. Non, il y avait un mouvement intellectuel, politique, porté en partie par le mouvement syndical et socialiste, mais qui allait au-delà, qui a conduit à une très forte réduction des inégalités dans les sociétés occidentales des années 1890-1900 jusqu'aux années 1970-1980. Donc c'est un mouvement de long terme qui a été interrompu dans les années 80-90 pour des raisons, là encore, qui sont très politiques et idéologiques. Et c'est ça le cœur du message dans ce livre, c'est que, dans le fond, les déterminants purement économiques ou technologiques des inégalités ne sont pas premiers.
il y a deux mouvements politiques et idéologiques dont on est en train de sortir, mais qui ont beaucoup marqué le monde depuis les années 80-90. C'est d'une part l'effondrement, l'échec dramatique du communisme soviétique, et d'autre part le reaganisme. Le post-communisme a fait rentrer le monde à partir du début des années 90 il y a eu un retour de balancier idéologique vers l'hypercapitalisme dont on ne se rend pas toujours compte de l'ampleur. Il faut voir que la Russie de Poutine, aujourd'hui, c'est un pays où vous allez avoir un impôt sur le revenu de 13%, que votre revenu soit d'1 milliard de roubles ou de 100 roubles. Donc il y a un refus complet de toute forme de justice fiscale. Même Trump n'oserait pas formaliser quelque chose comme ça. Enfin, peut-être qu'il y rêve la nuit, mais pour l'instant, dans le langage politique américain, dans l'ensemble des discours qui est admis, lui, il va dire, bon, ça va être 5% sur les plus pauvres, 25-30% sur les plus riches, alors que les candidats démocrates à la présidentielle américaine vont dire on remonte à 60, 70%, 80% sur les plus riches. Mais dans les deux cas, ils vont admettre le principe de l'impôt progressif, donc avec un taux qui est plus élevé sur les plus hauts revenus. Même Trump, cet impôt à 13%, il n'ose pas. La Russie, la Chine, ce sont deux pays, parce qu'ils ont été traumatisés par les échecs du stalinisme, du maoïsme, par exemple, aujourd'hui, ont à la fois privatisé les trois quarts de leur économie, parfois au profit de gens proches du pouvoir, des pans entiers de l'industrie ou des ressources naturelles, sans aucun impôt sur les successions. Et Hong Kong, dont on parle ces jours-ci, c'est quand même le seul pays du monde qui est devenu encore plus inégalitaire après avoir rejoint un régime communiste. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé leur impôt sur les successions après avoir rejoint la République populaire de Chine. Donc aujourd'hui, si vous avez une fortune à transmettre en Asie, il faut mieux aller mourir en République populaire de Chine plutôt qu'aller à Taïwan capitaliste, en Corée du Sud capitaliste, au Japon capitaliste, où vous avez un impôt sur les successions qui monte jusqu'à 50% sur les plus hautes fortunes, qui a même été porté à 55% au Japon il y a 2 ans. Et le Japon, qui est pourtant pas un pays qui a une culture gauchiste particulièrement marquée. Donc la France est plutôt en retrait par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les successions de 50 ou 55%. Non, c'est 45% quand même. Non, la France est plutôt disons, dans la norme de l'impôt sur les successions, en tout cas pour le taux le plus élevé. Et par contre, c'est les pays communistes, enfin post-communistes. Je ne sais pas si la Chine, voilà, a encore un parti communiste, mais vous vous rendez compte quand même, quand on arrive à pouvoir transmettre le capital privé sans aucun impôt sur les successions, l'idéologie communiste, elle est quand même très très loin sous la tombe. Hein. Et donc, ce mouvement du post-communisme a poussé le monde dans une direction très marquée. Le deuxième mouvement important des années 80-90, c'est évidemment le reaganisme, avec une promesse, un discours qui aurait pu marcher, hein, qui était un discours consistant à dire pour Reagan, on a été trop loin justement dans la redistribution. C'est-à-dire que les taux d'imposition qui ont été appliqués aux États-Unis depuis les années 20 sous Roosevelt jusqu'aux années 70, de 70-80% sur les plus hauts revenus, les plus hautes successions, Reagan arrive et dit écoutez, ça nous a tous ramollis, on va réduire ça massivement et vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir plus de milliardaires, mais il va aussi y avoir plus d'innovation, plus de croissance, les revenus et les salaires vont se mettre à croître comme vous n'avez jamais vu. Alors le problème, c'est que la croissance, en fait, a été divisée par deux entre la période des années 50 et des années 90. Après la période, aux 30 années qui ont succédé depuis Reagan, la croissance est 2 fois plus faible que dans les 30 années d'avant, les 40 années d'avant. Et donc c'est là que le discours réganien s'est heurté au mur des réalités et n'a pas fonctionné. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, et ce livre propose une remise en perspective historique de tous ces grands mouvements idéologiques qui, à nouveau, ont chacun leur plausibilité. Mais c'est ça, cet échec fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans le camp démocrate, on veut revenir à plus de redistribution. Ce qu'on voit aussi au parti travailliste britannique, qui n'a pas du tout la même ligne que sous Blair il y a 20 ou 30 ans. Ce qu'on voit chez les sociodémocrates allemands, dans une certaine mesure. Alors, la France, dans tout ça, vous êtes dans une conjoncture très particulière où c'est-à-dire que la coalition qui est arrivée au pouvoir en 2017, c'est une coalition qui, d'un point de vue sociologique, est assez incontestable, a regroupé à la fois les couches les plus favorisées venant de l'ancien électorat du Parti socialiste et d'autre part les couches les plus favorisées venant de l'électorat du centre-droit ou plutôt aussi de l'électorat de François Fillon lors des récentes élections européennes. Donc vous avez une coalition d'intérêts, qui n'est pas forcément une coalition d'idées, parce que des fois les gens peuvent avoir des idées qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Moi c'est un livre optimiste qui montre que les idées sont importantes. Mais en l'occurrence, c'est quand même une coalition au pouvoir qui mène une politique, les travaux par exemple de l'Institut des politiques publiques l'ont bien montré, qui va quand même, qui se trouve aller beaucoup en faveur des groupes les plus favorisés, qui se trouvent être l'électorat en question. Donc là, il y a une coalition très spécifique. Il n'y a pas beaucoup de pays, si vous voulez, où comme ça, il y a une telle alliance des personnes les plus favorisées venant de droite et de gauche, pour résumer. Et donc ça donne un cocktail. Mais alors c'est quoi ? C'est accidentel que ça se passe aujourd'hui en France ?
Alors non, ça montre, en fait, de façon générale, je montre dans la quatrième partie du livre qu'il y a eu un processus de décomposition du système politique droite-gauche de l'après-guerre, et en particulier de déformation des coalitions, dont l'élection de 2017 en France est un des produits, mais dont l'élection de Trump face à Clinton est un autre effet. Un phénomène assez frappant que je documente dans le livre, dont je veux dire tout de suite que je n'ai pas l'explication ultime, mais au moins je documente cette évolution, c'est que si vous prenez les électorats des partis de gauche, du Parti démocrate aux États-Unis, Parti travailliste au Royaume-Uni, Parti socialiste communiste en France, Parti social-démocrate en Allemagne, ils attiraient principalement les voix des couches sociales les plus défavorisées des années 50 aux années 70, que ce soit en termes de diplôme, de revenus, de patrimoine. En termes de patrimoine, ça a moins bougé dans un premier temps que pour le diplôme, mais pour le diplôme, c'est vrai que petit à petit, ces partis se sont mis disons plutôt, à susciter la confiance des gagnants du système éducatif, ce qui va aussi avec un phénomène de tertiarisation du système éducatif et, disons, la difficulté de développer des normes de justice éducative, en particulier face aux classes les plus défavorisées qui se sont senties souvent oubliées, abandonnées, en partie pour de bonnes raisons par ces coalitions politiques. Donc, ce phénomène d'éclatement des coalitions politiques anciennes, il faut le remettre dans une perspective historique longue si on veut le comprendre. Mais alors, Thomas Piketty, dans Capital et idéologie, vous expliquez que finalement, chaque époque se donne des justifications au système économique et notamment aux explications de la richesse. Il y a aujourd'hui deux dimensions dans notre manière d'appréhender l'impôt. Il y a l'impôt sur les revenus et l'impôt sur le patrimoine. Quelles sont les justifications qui conduisent en France à une situation où on a une suppression de l'impôt sur le capital pour la partie non immobilière de richesse des individus et un impôt sur le revenu qui a été, y compris d'ailleurs sous le quinquennat de François Hollande, considéré par certains comme étant aujourd'hui trop important? Alors, le revenu comme le patrimoine sont des indicateurs de la capacité de chacun à contribuer aux charges publiques. Donc ce sont des indicateurs qui permettent de savoir dans quelle mesure chacun peut contribuer aux charges collectives et au fonctionnement des services publics et à l'obtention d'une distribution juste des richesses. Donc il ne faut pas opposer l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine. Les deux sont utiles. Il faut aussi bien avoir en tête que quand on parle d'impôt sur le patrimoine en France, le principal impôt sur le patrimoine, c'est la taxe foncière. C'est-à-dire tout le monde se focalise sur l'impôt sur la fortune payé par les 1% en gros des patrimoines les plus élevés et on oublie complètement au passage que par contre, toute la population paye un impôt sur le patrimoine qui est extrêmement injuste dans son fonctionnement, qui est sur la taxe foncière, qui rapporte plus de 40 milliards d'euros. Donc tout le monde s'obsède pour faire un cadeau de 5 milliards aux 1% les plus riches, et tout le monde se contrefout du fait que la totalité de la population paye 40 milliards qui augmente d'année en année, avec une répartition très injuste. Alors, dans l'absolu, un impôt sur le patrimoine n'est pas injuste. C'est-à-dire que c'est normal, par exemple, si vous possédez plein d'immeubles, d'appartements, même si vous en faites rien en termes de revenus, que vous payez une taxe foncière. Parce qu'il y a l'argument qui est en train de dire regardez, j'ai aucun revenu, donc je ne vais pas payer d'impôt. Tout le monde va vous dire dans ce cas-là, si vraiment tu fais rien avec tous tes immeubles et tes appartements, tu n'as qu'à en vendre une petite partie chaque année pour payer ton impôt. Et ça, c'est le bon sens absolu. Et personne ne dirait à quelqu'un qui possède énormément de biens mais qui a aucun revenu, tu paieras aucun impôt comme tu n'as aucun revenu. Donc on voit bien au passage... Sauf les libéraux. Non. Hayek, par exemple, que vous citez dans Capital et idéologie. Détrompez-vous. Hayek aurait dit il faut un impôt, mais proportionnel sur le patrimoine. Mais il n'aurait absolument pas dit il ne faut pas d'impôt. D'ailleurs, tout le système très, très libéral fiscal du 19e siècle, en fait, repose sur un impôt, mais proportionnel sur les biens immobiliers. Alors, le problème, c'est que ce système, justement, il n'a pas évolué, avec pourtant l'arrivée au XXe siècle sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les successions, de normes de justice plus exigeantes avec la notion de progressivité fiscale, donc des taux plus élevés au sommet que sur le bas. La taxe foncière actuellement en France, c'est un impôt très injuste. Pourquoi ? Vous avez un appartement de 300 000 euros, une maison de 300 000 euros. Si vous avez un emprunt de 290 000 euros, en fait, votre patrimoine, il est vraiment pas très élevé. Il est de 10 000 euros, votre patrimoine net, et vous allez devoir rembourser, comme un locataire paye un loyer, vous allez rembourser votre remboursement d'emprunt pendant des dizaines d'années. Eh bien, vous allez payer la même taxe foncière que quelqu'un, non seulement qui n'a pas d'emprunt, mais qui, en plus de cet appartement de 300 000 euros, aurait un patrimoine financier de 3 millions d'euros. Donc là, il y a quelque chose de complètement injuste. C'est-à-dire qu'aucun principe économique, social, moral, politique ne peut justifier un tel système. La seule raison, c'est que ce système de taxe foncière a été mis en place sous la Révolution française, à l'époque où les actifs financiers et les dettes n'étaient pas à l'importance qu'ils avaient aujourd'hui, et donc le système n'a pas été mis à jour. Là, on arrive avec des arguments aujourd'hui disant oui, mais c'est parce que le patrimoine financier, il crée plus d'emplois.
Alors ça, là, on est vraiment quand même dans le délire, parce que, écoutons bien cet argument qui nous a été servi. Vous avez 2 millions d'euros. Vous l'utilisez pour construire une maison ou un immeuble en France. Vous créez des emplois. Vous allez payer la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous allez mettre ces 2 millions d'euros dans un portefeuille financier à l'autre bout du monde, vous payez plus rien. Alors pourtant, là, vous avez créé aucune activité économique en France. Donc, quand on en vient à tenir des raisonnements qui, de toute évidence, n'ont ni queue ni tête, c'est qu'on poursuit un autre objectif. Et Quel objectif ? là, l'objectif, c'est quand même, il se trouve que les plus hauts patrimoines sont principalement financiers, alors que la classe moyenne, patrimoniale, la classe populaire ont plutôt de l'immobilier, souvent avec beaucoup de dettes. Donc là, alors, je pense que je vais vous dire la vraie raison. Quelle est la raison ? Alors, je vais vous dire la vraie raison. La vraie raison, je pense, c'est que on a construit, au cours des dernières décennies, un système de libre circulation des capitaux sans aucune capacité collective de savoir qui possède quoi où, qui limite effectivement la capacité des États à pouvoir imposer chacun de façon juste. Alors il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire que malgré toutes ces limites et malgré la très mauvaise administration de l'impôt sur la fortune en France, les recettes progressaient quand même très vite au cours des 20 dernières années, mais c'est vrai qu'on aurait pu beaucoup mieux faire, et un impôt sur la fortune plus moderne, réétabli, j'espère, au cours de ce quinquennat ou au cours des suivants. Ça veut dire quoi, plus moderne ? Plus moderne, ça voudrait dire par exemple d'avoir des déclarations d'impôt sur la fortune qui soient pré-remplies, c'est-à-dire de la même façon que pour le revenu. Vous savez, le revenu, vous ne pouvez pas y échapper, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit salaire ou un moyen salaire, le salaire est directement dans votre déclaration pré-remplie, vous ne pouvez pas y échapper. Alors que sur l'impôt sur la fortune, on a toujours eu ce système invraisemblable où chacun écrit en une case, d'ailleurs jusqu'à 3 millions d'euros de patrimoine, vous ne mettez même pas le détail des biens immobiliers ou financiers et des dettes, donc il n'y a aucun contrôle fiscal possible. Tout ça dans une situation où on avait quand même un ministre du budget, je vous rappelle, qui pensait pouvoir avoir un compte en Suisse sans jamais se faire prendre. Donc là, en principe, on a un système, pour tout ce qui concerne les actifs immobiliers ou si vous avez un portefeuille en actions dans une banque en France, tout ça peut être transmis directement à l'administration. Sur les actifs à l'étranger, en principe, ça fait 10 ans, depuis la crise financière de 2008, qu'on nous dit qu'il y a des accords de l'OCDE permettant la transmission automatique des informations sur les comptes bancaires à l'étranger. Si c'est le cas, si ça fonctionne, on devrait dans ce cas-là pouvoir transmettre directement les informations dans les déclarations de fortune pré-remplies pour avoir un système beaucoup plus moderne. Le problème, c'est, dans tout ça, il n'y a pas un complot. Il y a le fait que dans les années 80-90, c'est vrai qu'on a signé des accords de libre circulation de capitaux sans aucune régulation collective, sans aucune transmission automatique d'informations. En soi, c'est bien la circulation des investissements. Moi, je suis internationaliste sur le plan politique comme sur le plan économique et je n'ai pas de problème avec l'idée de circulation des investissements. Mais à condition qu'il y ait de la régulation collective, de l'échange d'informations. Et là, on essaye de le faire au travers des accords de l'OCDE, mais qui sont sur une base purement volontaire, alors qu'il faudrait le mettre au cœur des traités européens sur la libre circulation des capitaux, qu'il va falloir dénoncer, parce que malheureusement, il n'y a pas y avoir de consensus avec le Luxembourg, avec tous les pays pour le faire. Donc là, il y a un enjeu international d'organisation de la propriété internationale très très fort. Thomas Piketty, Capital et idéologie, c'est votre livre, publié aux éditions du Seuil. On continue de l'évoquer. Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité, l'économiste Thomas Piketty. Vous publiez Capital et idéologie aux éditions du Seuil. Et dans ce livre, vous évoquez une dystopie, un livre d'un sociologue britannique nommé Michael Young qui mettait en garde contre une évolution politique. Laquelle, Thomas Piketty ? Alors, en 1958, Michael Young, qui était un sociologue britannique proche du Parti travailliste, écrit ce livre qui s'appelle la montée de la méritocratie et qui paraît comme ça très sérieux comme livre, mais c'est la première fois que le mot méritocratie est employé. Et en fait, c'est pour mettre en garde contre une dérive. Donc, c'est un récit qui court jusqu'en 2030, où il imagine à la fin une révolte populiste au Royaume-Uni, et là, le livre s'arrête là. Mais en un mot, il en veut à ses amis travaillistes de l'époque de ne pas suffisamment agir pour la justice éducative. Et c'est un enjeu très actuel, il en veut à ses amis travaillistes de garder un système éducatif britannique très hiérarchisé à l'époque. Et donc il imagine une évolution où de plus en plus la science, en gros, décide quasiment dès la naissance ou dès l'adolescence ceux qui sont employables ou non, ou dans les années 80, 90, 70% de la population sont déclarés non employables. Donc les classes populaires sortent du parti travailliste, créent le parti populiste. Le parti travailliste devient le parti des techniciens.
plutôt les partis éduqués, mais pas tout en haut. Le parti conservateur, lui, récupère la crème de Oxbridge. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que finalement, la réalité a d'une certaine façon dépassé la fiction que le sociologue imaginait en 1958, puisque finalement, les plus diplômés sont passés plutôt du côté travailliste, notamment sous les années Blair, ce qu'on observe d'ailleurs dans les autres partis, dans le Parti démocrate américain. Et donc, cet enjeu de la tertiarisation de l'enseignement supérieur et du développement d'une idéologie de l'hyper-mérite de la part des gagnants du système éducatif, regardant ceux qui ont moins réussi et qui souvent n'ont pas bénéficié des moyens pour réussir, les regardant de haut et finalement créant les conditions d'un nouveau schisme politique. Michael Young avait très bien vu en 1958, et ce livre, je le recommande à tout le monde. Il est très très drôle, c'est un récit incroyable. Je n'en connaissais pas l'existence. En tout cas, j'imagine, Frédéric Seyss est dans le studio, j'imagine que le constat vaut également pour la France, où on a un pourcentage de classe supérieure et de personnes diplômées qui votent plutôt à gauche, notamment le Parti socialiste et sa crise sont analysés comme tels. Qui maintenant ont été récupérés dans cette nouvelle coalition qui est au pouvoir actuellement en France, qui a récupéré à la fois cet électorat qui est favorisé du Parti socialiste et en même temps de l'électorat socialement plus favorisé venant plutôt de la droite ou du centre-droit. Donc vous avez, ça atteint le point de rupture du système. C'est-à-dire l'évolution précédente est arrivée à un point. Comment expliquez-vous cela, Thomas Piketty ? Alors, je pense d'abord qu'il y a eu des enjeux au cours du temps qui n'étaient pas les mêmes que dans les années 50-60. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'enseignement primaire et secondaire, où l'objectif était de porter toute une génération à la fin du primaire puis à la fin du secondaire, il y avait un objectif égalitaire en matière d'éducation qui était assez naturel, qui était justement de monter vraiment toute la population qui historiquement n'avait pas bénéficié de l'éducation vers la fin du primaire et vers la fin du secondaire. À partir du moment où on est rentré dans l'âge de l'enseignement supérieur, c'est plus compliqué, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué de définir une norme de justice éducative, parce que vous pouvez pas juste dire on va amener tout le monde à la fin du doctorat. C'est-à-dire vous avez forcément une forme de stratification durable qui s'installe, et il peut être assez tentant pour les gagnants du système éducatif, c'est-à-dire ceux qui les premiers sont arrivés tout en haut de la hiérarchie, de regarder le bas avec un peu de condescendance. Et c'est cette idéologie méritocratique qui s'est développée dans la société en général, mais notamment au sein des partis qui paradoxalement avaient promu l'émancipation par l'éducation, mais qui finalement se sont retrouvés à épouser la cause des gagnants du système éducatif. Par ailleurs, il y a des mouvements idéologiques que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les années 80-90, l'effondrement du bloc communiste et le désastre du communisme soviétique a conduit à une espèce d'abandon de toute volonté de redistribution. Et vous prenez les partis travaillistes au Royaume-Uni, le Parti socialiste en France, dans les années 80, ils voulaient tout nationaliser, puis dans les années 90, ils voulaient plus rien faire du tout. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement qu'il n'y avait plus de nationalisation, mais il n'y avait même pas, par exemple, ce qui avait bien marché en Allemagne et en Suède, la cogestion avec relativement bien marché. C'est-à-dire que vous avez toujours la moitié des sièges dans les conseils d'administration des entreprises qui sont pour les représentants des salariés. C'est quelque chose qui, du point de vue des actionnaires anglo-saxons ou français, est totalement sacrilège, puisque sans aucune participation au capital, vous avez la moitié des voix, et si vous avez de surcroît une petite participation au capital, vous pouvez faire basculer la majorité. C'est un système qui n'a pas tout résolu, mais qui a permis quand même d'éviter certaines dérives qu'on a vues dans le capitalisme anglo-saxon et français. Même ça, dans les années 90, c'était pas à l'ordre du jour, où on avait simplement la libre circulation des capitaux sans aucune régulation collective, comme seul agenda politique. Depuis la crise financière de 2008, on est revenu un peu là-dessus, sur ce récit hyper-capitaliste qui s'est imposé dans les années 80-90, mais on est encore loin du compte. Vous dites, Thomas Piketty, que vous avez écrit un livre Optimiste, capital et idéologie. Pourtant, si on vous suit dans le temps long, puisque l'une des spécificités de ce livre, c'est de partir sur un temps très long, et vous commencez au XIVe siècle, pour suivre en quelque sorte l'évocation du capital et la manière dont les inégalités se sont prolongées et modifiées. Ce dont on s'aperçoit pour la période contemporaine, c'est que finalement, les vraies périodes où on rebat les cartes sont ou bien les périodes de révolution, ou bien les périodes de guerre et d'après-guerre. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un autre système ? Les crises et les révolutions ont joué un rôle très important dans l'histoire des inégalités depuis la Révolution française. Mais bon, c'est pas forcément mal, les crises et les révolutions. Alors, j'ai pas dit que c'était mal, mais au contraire qu'il faudrait faire la révolution ou une guerre. Alors, le point important, moi je suis pas là pour prédire la date des prochaines crises financières, sociales, c'est pas mon métier. Je constate que ces crises ont joué un rôle fondamental dans le passé pour transformer les inégalités, produire le changement historique. Mais j'insiste, et je veux surtout vraiment insister
insister là-dessus très lourdement. C'est que la conflictualité en tant que telle, la crise sociale en tant que telle, ne produit pas forcément le débouché politique, institutionnel nécessaire. C'est-à-dire que les crises sont peut-être nécessaires, mais elles sont certainement pas suffisantes. C'est-à-dire que ce qui compte d'abord, avant tout, c'est la façon dont justement les idéologies se transforment et la façon dont les crises, à la sortie, se saisissent ou non. Mettez les crises de côté. Prenez la France et dites-moi quand, en dehors de la Révolution française et des deux guerres mondiales, la France a réussi à avoir une nouvelle manière de répartir les richesses. Oh, mais tout le temps, soyez pas pessimiste comme ça. Prenez par exemple dans les années 70... C'est la lecture de votre livre. Non, mais bon, puisque vous citez le cas de la France, entre 1968 et 1983-84, vous avez une très forte poussée des bas salaires qui est très largement tirée par le mouvement social qui impose à des gouvernements successifs qui n'en veulent pas, initialement, une très forte progression des bas salaires. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais... Est-ce que ça n'est pas lié aussi à une évolution? Parce que dans ce livre, Thomas Piketty, vous suivez, et c'est votre projet, la manière dont les sociétés se justifient à elles-mêmes la répartition des richesses. Est-ce qu'il n'y a pas précisément pour cette période-là des causes qui sont des causes économiques, comme par exemple l'augmentation de la productivité, l'augmentation de l'éducation des sociétés, qui expliquent pourquoi une autre répartition des richesses est possible? Oui, mais il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire que quelles que soient les évolutions économiques, technologiques, vous avez toujours différentes façons d'organiser le système. Et je veux insister sur le fait que ce mouvement de réduction des inégalités, il a commencé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il a été accéléré par les crises, par les guerres mondiales, vous avez raison, et aussi par la révolution bolchevique. La crise des années 30 joue un rôle fondamental parce que la crise des années 30 remet en cause vraiment le modèle de laisser-faire. Et finalement, aux États-Unis, dans l'émergence d'une très forte réduction des inégalités de revenus, de patrimoine qu'on évoquait tout à l'heure, c'est plus l'effet de la crise des années 30 que des guerres mondiales. Il y avait aussi une évolution qui avait commencé avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire quand les États-Unis, en 1913, amendent leur constitution pour permettre la création d'un impôt fédéral sur le revenu, l'impôt fédéral sur les successions, c'est avant la Première Guerre mondiale, et c'est parce qu'il y avait un puissant mouvement de mécontentement face aux inégalités croissantes aux États-Unis depuis la fin des années 1880. Donc voilà, il y a des mouvements qui se déroulent en dehors des crises. Il y a des crises, ensuite des moments de fixation qui sont aussi des moments de bifurcation. C'est-à-dire, moi j'insiste, j'essaie de donner une vision non déterministe de cette histoire, c'est-à-dire que dans des moments de crise, vous avez plusieurs bifurcations, trajectoires qui sont possibles, et il en va de même aujourd'hui. Donc il y a un mouvement de long terme dans lequel il y a des interruptions, il y a des risques parfois de retour en arrière, mais il y a un mouvement de long terme qui est une sorte d'apprentissage de la justice. François Hollande a essayé de faire un impôt sur les très hauts salaires, 75% pour les revenus supérieurs. Il voulait même pas vraiment essayer, je crois, mais allez-y, continuez. Il voulait pas essayer. Et il a décidé que c'était temporaire avant même que ça rentre en... Non, le Conseil constitutionnel l'a retoqué. Ça c'est une autre histoire, c'est qu'il n'a pas voulu le mettre dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Mais allez-y. Ma question est simple. Est-ce qu'il est possible de faire un tel impôt en France, sachant que le Conseil constitutionnel n'en a pas voulu? Alors, vous avez raison que parfois les juges constitutionnels se saisissent d'un pouvoir qui n'est pas le leur, parce qu'en l'occurrence, il n'y a rien dans la Constitution qui dit que le chiffre magique serait de 70%, de 75% et 80%. Donc après, Jean-Louis Debré, du fait de ses préférences partisanes ou de sa propre lecture de l'histoire, si vous voulez, il a le droit de considérer que quand il y a eu 90% de taux d'imposition aux États-Unis dans les années 30, 40, 50, 60, il a le droit de considérer que ce n'est pas un bon système. Il a même le droit d'écrire des livres sur la question. Et toutes ces opinions sont bonnes à prendre. Mais utiliser sa casquette... Du point de vue constitutionnel. Alors c'est là que utiliser sa casquette de président du Conseil constitutionnel pour dire ce n'est pas constitutionnel, c'est un abus de pouvoir caractérisé. Par ailleurs, je veux dire que quand il y a vraiment un problème avec des juges constitutionnels qui abusent comme ça de leur pouvoir, il peut y avoir besoin, et c'est ce qui s'est fait par exemple en Allemagne dans la Constitution de 1919 et à nouveau dans la Constitution de 1949, de définir les notions de propriété, d'impôt juste d'une façon telle que les juges ne puissent pas comme ça outrepasser leur pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire définir la notion de propriété? Parce qu'a priori c'est clair, impôt juste c'est largement moins clair. Eh bien non, c'est pas clair la propriété, Guillaume Erner. C'est pas quelque chose de naturel. Donc en l'occurrence, la Constitution allemande de 1949, elle définit la propriété comme sociale dans ses origines, sociale dans sa répartition, c'est-à-dire qu'on peut avoir des lois sous le contrôle du Parlement, par exemple pour faire des réformes agraires, pour redistribuer les terres, pour équilibrer les pouvoirs des salariés avec les pouvoirs des actionnaires. Et c'est ça qui fait que la République fédérale allemande peut, dans les années 50, sous la pression syndicale, c'est pas quelque chose que les actionnaires voulaient au départ, mais avoir des lois sur la codétermination, la cogestion, c'est-à-dire qui donnent la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration des grandes entreprises aux représentants des salariés. C'est insuffisant parce que ça ne concerne pas les plus petites entreprises. Je pense qu'on pourrait aller plus loin, par exemple en plafonnant les droits de vote des plus grands actionnaires, mais c'est quelque chose qui, effectivement, vu d'une conception du 19e siècle de la propriété,
Certains vont dire c'est inconstitutionnel. Sauf que pour finir, ça a permis l'implication des salariés dans les stratégies à long terme d'investissement des entreprises en Allemagne, en Suède, qui a plutôt très bien marché, alors que la stratégie consistant à dire, vous, on ne peut pas vous mettre autour de la table du conseil d'administration, allez manifester dans la rue, on ne vous donnera pas les informations sur la stratégie de l'entreprise. Est-ce que pour finir, ça a été une bonne stratégie ? Je ne pense pas. Donc, toutes ces conceptions de la propriété, sont des conceptions qui sont construites historiquement. Moi, je pense qu'on a besoin d'une circulation du pouvoir. C'est pas parce qu'elles sont construites historiquement qu'elles sont nulles. Il y en a plein qui ne sont pas nulles du tout. Aucune n'est nulle. D'ailleurs, il y a des choses à apprendre de toutes ces constructions, mais simplement, il faut les voir comme une construction évolutive. Et à un âge aujourd'hui où on a un niveau de formation, d'éducation qu'on n'a jamais eu, la vision d'un pouvoir économique un peu monarchique, avec un actionnaire qui, parce qu'il a eu une bonne idée à 30 ans, va continuer d'avoir tous les pouvoirs à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, pour décider seul de l'organisation du travail dans une entreprise de milliers ou de centaines de milliers de personnes, me paraît complètement daté. Et donc on a besoin d'une circulation du pouvoir qui va avec une circulation de la propriété et d'éviter des accumulations excessives de pouvoir au niveau d'individus pris isolément. Mais il n'empêche que vous luttez, vous, Thomas Piketty, contre toute une série de conceptions, de préjugés, vous les nommerez comme vous voudrez. Mais alors, par exemple, Nicolas Sarkozy disait « c'est pas normal de travailler plus d'un jour sur deux pour l'État ». Il y a toute une série de convictions comme ça qui fondent finalement un système fiscal. Oui, alors, si vous voulez, après, quand vous payez votre assurance santé privée aux États-Unis, ça peut vous coûter plus cher que ce que vous allez payer pour le système d'assurance santé publique. Donc là, c'est un exemple où, en fait, c'est assez bien documenté, si on regarde l'ensemble des pays européens par rapport au fonctionnement des systèmes d'assurance santé privée, notamment aux États-Unis, que finalement, ça peut être plus efficace d'avoir un système public coordonné d'assurance santé et que ça vous coûte à la fin moins cher. Mais c'est normal de reposer la question. Je veux dire, c'est normal. Une des difficultés aujourd'hui à penser une nouvelle étape dans l'apprentissage de la justice et dans la réduction des inégalités, c'est que c'est vrai que c'était plus facile à la sortie de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. L'État fiscal était vraiment minimal au 19e siècle. C'était moins de 10% du revenu national. On est passé à 40-50%. Forcément, l'étape suivante est plus compliquée. Demande une rationalisation, demande plus de participation aussi des citoyens, une meilleure compréhension du système social et fiscal qui est souvent beaucoup trop opaque. Et alors, donc, je reviens vous embêter avec cette histoire d'anticonstitutionnalité. Ça veut dire que, a priori, pour vous, il n'y a pas de raison de considérer qu'à partir d'un certain seuil, et je vous laisse déterminer le seuil, l'impôt est confiscatoire. Puisque finalement, c'était ce que disait ce Conseil constitutionnel quand il a retoqué la proposition de François Hollande. Non, ça doit vraiment relever de la décision politique, de la délibération démocratique. Et l'idée que la délibération démocratique ne serait pas capable de prendre la bonne décision et donc qu'il faudrait la contraindre par des juges constitutionnels, des règles constitutionnelles, me semble relever, disons, d'une tradition finalement assez autoritaire de la politique qu'on voyait dans les systèmes censitaires du 19e siècle, où en gros l'idée, la logique des systèmes censitaires, il faut essayer de la comprendre, c'est d'essayer de dire ceux qui possèdent rien sont un peu irresponsables et vont aller un peu trop loin, vont toujours avoir tendance à aller trop loin dans la redistribution. Donc il faut mettre le pouvoir politique aux mains des personnes responsables, c'est-à-dire les gens qui possèdent du bien, de la propriété. Il y avait une certaine logique à ça. Cette logique, je pense, a été battue en brèche par l'histoire. Certains voudraient la remettre au goût du jour en bridant d'un point de vue juridique et constitutionnel. C'est un peu ce qu'on fait en Europe avec la règle de l'unanimité en matière fiscale, en donnant un pouvoir de veto fiscal à moins de 0,5% des citoyens européens au Luxembourg, par exemple. On crée un système institutionnel qui vise à empêcher la possibilité d'une plus grande justice. Je pense que toutes ces tentatives, non seulement elles sont injustifiées, mais elles conduisent à des résultats désastreux. Parce que c'est ça qui, pour finir, nourrit les dérives identitaires, xénophobes qu'on voit aujourd'hui. C'est à partir du moment où vous expliquez que l'État ne peut plus rien en matière de justice, en matière de réduction des inégalités, qu'il n'y a pas d'autre système économique, et que la seule chose que peut faire l'État, c'est de contrôler les frontières et les identités des personnes qui rentrent dans un pays et l'identité des deux côtés de la frontière. Après, il ne faut pas s'étonner que le conflit politique va se focaliser sur des histoires de garde-frontières et d'identité. Donc je pense qu'il faut réouvrir le débat et sortir de ces conservatismes sur le plan économique. Alors maintenant, je vais faire assaut de mauvaise foi en lisant votre livre, Thomas Piketty. Vous fournissez un matériel statistique extrêmement riche sur la très longue durée, comme je l'ai dit. Si on prend par exemple la répartition de la richesse depuis le XVIIIe siècle en France, je peux prendre par exemple la part des 10% les plus riches et m'apercevoir que celle-ci a été extrêmement importante dans la propriété en France pendant une très longue partie du 19e et même du 20e siècle et qu'aujourd'hui finalement les inégalités sont beaucoup plus restreintes
qu'auparavant. Est-ce que finalement, les mécanismes que vous préconisez, qui sont des mécanismes fiscaux, se justifient quand on voit que finalement le sens de l'histoire, c'est plutôt Alors, un sens d'aller vers plus d'égalité? ils se justifient justement parce qu'ils ont marché et parce qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu... Pourquoi faut-il aller plus Alors, loin? je vais vous répondre. Il y a, dans le long terme, un processus de réduction des inégalités qui a été accéléré après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, par la mise en place de l'État social, la sécurité sociale, de l'impôt progressif sur le revenu, sur les successions, de l'éducation gratuite, etc. Ce mouvement est considérable. Il a été interrompu dans les années 80-90 pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce mouvement doit reprendre. Pourquoi doit-il reprendre? Parce qu'il ne faut pas non plus en exagérer son ampleur. C'est-à-dire, si vous regardez la concentration de la propriété, la part des 1% les plus riches était effectivement de 60-70% au 19e siècle. Elle augmentait même jusqu'à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle va être de 20-30%. Donc c'est une baisse des inégalités considérable. Sauf qu'en fait... Ceux qui en ont profité, ce sont les 40% du milieu. Voilà. C'est en fait la classe moyenne. Oui, et en fait, surtout, c'est-à-dire ceux qui en ont profité, c'est surtout disons, les 20-30% en dessous des 1% les plus riches. Mais du point de vue des 50%... Donc la classe moyenne est plutôt plus favorisée aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Alors, qu'à si on prend... l'époque du 19e siècle, effectivement. Mais donc, du point de vue des 50% de la population les plus pauvres, et en fait, même des 60-70%, si on regarde bien, parce qu'au début, 40%, il n'y a pas grand-chose. On ne va pas complexifier les choses. Vous êtes à moins de 5% de la propriété totale. Au 19e Moi, ce que siècle... je retiens de Thomas Piketty, c'est que la classe moyenne, aujourd'hui, est plutôt plus favorisée qu'à l'époque des monarchies censitaires. Mais Guillaume Erner, que par rapport à 1960, par exemple. J'ai votre livre il y a un mouvement. Non, mais 1960, c'est pas la monarchie censitaire. Guillaume Erner, je suis très content que vous regardiez ces graphiques, parce qu'effectivement, je maintiens, le mouvement de réduction des inégalités au XXe siècle a été un grand succès. C'est-à-dire qu'il a produit moins d'inégalités, plus de mobilité sociale, plus de prospérité économique, et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas revenir en arrière. Et c'est bien pour ça que le mouvement qui a commencé depuis les années 80-90 de remontée des inégalités, qui pour l'instant en France est plus limité qu'aux États-Unis, mais qui aux États-Unis a pris une ampleur bien plus considérable, il faut y prendre garde. Je reviens quand même sur les 50% les plus pauvres, parce que moi c'est ça qui m'intéresse le plus, je suis désolé. Et donc la part dans le patrimoine total actuellement, c'est 5-6% du patrimoine total. Alors au 19e siècle, c'était 2%. D'accord, mais enfin, vous voyez, quand vous êtes 50% de la population et que vous possédez 5% du patrimoine total, alors que les 1% les plus riches, qui sont quand même 50 fois moins nombreux, possèdent 20-30% du patrimoine total. Non mais juste, rendez-vous bien compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que, oui, évidemment, non, ça n'a rien d'évident. C'est-à-dire que, à nouveau, c'est une construction historique, sociale, politique. Il n'y a rien d'évident à ce que les 1% les plus riches possèdent à eux tout seuls 5 fois plus que les 50% les plus pauvres, qui sont pourtant 50 fois plus nombreux. Je n'ai pas dit que c'était évident, mais... Donc, faire ça l'horizon de notre civilisation et dire, comme vous semblez le dire, quand même, ça va beaucoup mieux qu'au 19e siècle, je trouve que... Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Il faut faire attention. C'est un peu ce que vous disiez quand même. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de voir comment on bouge par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un besoin d'accès à la propriété, parce que la justice éducative, c'est central. Mais une fois que vous avez le diplôme, un emploi, un salaire, si vous devez repayer pendant toute votre vie en loyer une énorme partie de votre salaire, si vous ne pouvez pas participer à la vie économique en créant une entreprise, en participant à la gouvernance de votre entreprise, donc la diffusion de la propriété, c'est aussi la question du pouvoir dans l'économie, la démocratisation de l'économie, et on continue d'avoir une conception et une structure de la propriété économique qui est extrêmement concentrée, et une conception parfois idéologique de l'hyperconcentration chez un actionnaire créateur, fondateur, qu'il faut aduler jusqu'à la fin de ses jours, et qui relève d'une logique monarchique qui n'est pas adaptée à la situation actuelle et à l'ambition de justice qui caractérise nos sociétés. Autre constat, celui que vous faites sur Paris, par exemple. Vous expliquez sur la longue période, Thomas Piketty, que Paris a toujours été le siège d'inégalités extrêmement importantes, avec une concentration de richesses qui, jadis, était encore plus forte qu'aujourd'hui. Oui, enfin, vous voyez quand même le prix de l'immobilier à Paris actuellement, le nombre de gigantesques appartements vides, alors que d'autres doivent verser la moitié de leur... Encore une fois, moi je lis Thomas Piketty. À la fin du 19e siècle, Paris regroupe autour... Guillaume Erner, vous avez raison. Je vais vous dire, en 1913, la plupart des immeubles à Paris, au cadastre, vous ne pouvez même pas les posséder individuellement, les appartements. C'est-à-dire que soit vous possédez tout l'immeuble, soit vous possédez rien du tout. Donc, et vous avez raison, par rapport à ça, il est possible aujourd'hui d'avoir des appartements individuellement. Il reste que
le prix de l'immobilier, le fait que beaucoup de personnes vont se retrouver à payer une immense partie de leur salaire toute leur vie et vont verser des loyers à des personnes qui, eux, vont toucher des loyers, enfin, en faire notre horizon. Je veux ajouter comme un dernier mot dont on n'a pas parlé, qui est toute la question de la crise climatique, qui, je pense, peut être un des leviers du changement vers la réduction des inégalités. Même si là encore, la crise, les moments de crise comme ça sont peut-être nécessaires, mais ne sont pas suffisants. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand on parle de changer de système économique pour résoudre la crise climatique, je pense que ça exige de rentrer dans cette discussion sur le régime de propriété, sur le problème de la justice fiscale, le problème de la justice éducative. Si on en reste simplement à parler du climat sans rentrer sur la question économique, je pense qu'on ne résoudra pas la question du climat. Si on veut aller vers la sobriété énergétique, il faut aussi aller vers la sobriété sociale, économique, c'est-à-dire avec les écarts de revenus, de propriété qu'on a actuellement, on n'y parviendra pas. Donc ça peut être un des éléments du changement, mais à condition de remettre la réflexion, le débat des idées sur le dépassement du capitalisme, de la propriété privée pure et dure, au centre des débats. Alors par ailleurs, ce que je crois avoir lu dans Capital et idéologie, puisque c'est un livre extrêmement touffu et très riche en informations, Thomas Piketty, c'est qu'un certain nombre de pays, je crois que vous visiez explicitement les États-Unis par exemple, s'offraient un niveau de vie en dépensant un certain nombre de choses aux dépens du climat. Bah oui, ce qu'on montre dans ce livre, j'utilise des recherches qu'on a fait avec Lucas Chancel à l'École d'économie de Paris, c'est que les États-Unis, comme on sait, c'est 25% des émissions mondiales, mais si on regarde les personnes qui émettent, qui sont parmi les 10% des émissions mondiales les plus élevées ou les 1% des émissions mondiales les plus élevées, plus de 50% sont aux États-Unis, et au total, ces 1% des émissions mondiales les plus élevées, ça représente plus d'émissions que les 50% de la planète qui polluent moins. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer d'avoir du libre-échange, de la libre circulation des biens, des services, des capitaux, si on ne commence pas par avoir des objectifs contraignants, sanctionnables, de justice climatique, fiscale et sociale. Et donc c'est aussi un appel, ce livre, vers un nouveau mode d'organisation de la mondialisation et des relations économiques au niveau international. Thomas Piketty, Capital et idéologie, il y a énormément de choses à découvrir dans ce livre, avec une lecture de Jane Austen, des choses extrêmement diverses, la convocation de Balzac, avec aussi un appareil statistique qui permet de voir depuis des temps reculés comment finalement les richesses étaient réparties en France.